Et aujourd'hui, eh bien, on va faire un voyage avec la momie de Venise qui nous amènera à examiner ce que fut le culte du sang. Dans le livre que j'ai écrit à ce sujet, c'est l'aboutissement pratiquement d'investigations qui ont commencé en 1982 et à partir, on peut dire, de révélations, entre guillemets bien sûr, d'une momie égyptienne qui est conservée à Venise. Depuis l'Égypte antique et tout au long de son histoire, l'humanité a poursuivi et poursuit encore sa recherche de l'immortalité. C'est un peu quelque chose qui est inné chez les gens, espérer pouvoir vivre plus longtemps. Cette recherche a eu pour base un culte du sang qui a créé des confusions. Des confusions entre le sang humain et le vampirisme, donc, qui en a découlé, le sang alchimique et la spiritualité. La spiritualité, c'est le sang donc qu'on retrouve dans le culte catholique avec la transformation du vin, la transmutation du vin en sang, qui est vraiment ce qui relie l'humanité à la divinité. Le sang, source de vie, est aussi une source de mort, car il contient toute la force et tout le symbolisme de la naissance et de toute la vie. Au fil des siècles, on peut dire, se mêlent des rituels quelquefois mystérieux et souvent cruels, des croyances, on peut dire, dévoyées, et des idéologies responsables de multiples crimes contre l'humanité au fil des siècles. Des causes criminelles entraînent des effets automatiquement, et ces effets, à leur tour, eh bien, ils vont devenir des causes, et c'est un engrenage sans fin. Toute l'histoire en a souffert, et on peut considérer que les 19e et 20e siècles que nous avons vécus semblent être la constitution de paroxysme de cette évolution. Dans le livre-là que j'ai écrit donc, sur ce sujet, c'est surtout un cri d'alarme. Un cri d'alarme car ces enchaînements ne sont pas terminés et notre 21e siècle véhicule les séquelles de monstres en sommeil qui semblent bien frémir avant de s'éveiller. Donc, dans un livre, vous savez, les mots traduisent en les déformant souvent les idées qu'ils veulent véhiculer. Dans la momie de Venise, le culte du sang n'échappe pas à cet inconvénient. Bon, une momie à Venise, finalement, quoi de plus banal? Et pourtant, ce fut pour moi un étrange point de départ pour aboutir à étudier des tragédies qui constituent un culte du sang, parfois sublime, mais souvent terrible. Depuis l'Égypte antique, et bien longtemps avant certainement, l'être humain, un peu perdu sur sa planète, ne sachant d'où il vient ni où il va, s'accroche à son existence qu'il cherche à prolonger toujours plus loin pour atteindre l'immortalité. Il imagine et utilise, bien sûr, pour l'atteindre, pour atteindre ce but, des quantités de choses plus ou moins nobles, plus ou moins cruelles. L'espèce humaine, partie intégrante d'un univers, on n'est pas placé sur l'univers, on en fait partie, dont tous les éléments vivent en interdépendance. Aucun événement n'est isolé. Ils sont la conséquence de causes que souvent nous ne soupçonnons pas. Ils deviennent aussi des causes d'autres événements qui vont suivre, et c'est une chaîne avec d'innombrables maillons inaccessibles à l'histoire officielle, mais qui commandent souvent le destin du monde. Rien n'est isolé, tout est en relation. On peut parler depuis le Big Bang qui n'était finalement qu'une énergie primordiale, cette énergie de base, petit à petit, s'est coagulée, et dans les éléments qui se sont formés, il y a eu toujours la présence de cette énergie. Alors, des sciences antiques nous ont transmis leurs connaissances de lois, qui toujours reprennent ce système de cause à effet. L'Égypte nous a révélé l'enseignement de Thoth, l'initiateur déifié, que les Grecs ont ensuite appelé Hermès Trismégiste, et dans les lois d'Hermès,
en Grèce, il y a justement des principes, les 7 principes, bien sûr, et parmi eux, on a le principe de cause à effet, dont on a toujours considéré qu'une cause produisait des effets. Quelquefois, plusieurs causes produisent un ou plusieurs effets, qui ensuite deviendront des causes de ce qui va suivre. En approfondissant l'étude de ces idées venues d'un très lointain passé, on constate l'existence de liens entre des personnages, des lieux, des événements qui pouvaient nous paraître n'avoir aucune relation, mais qui ont parfois déclenché ensuite de sinistres tragédies. Ça a été vraiment le but de mon étude, puisque l'humanité a subi des effets néfastes d'interprétations qui ont entraîné une cascade de crimes pendant des siècles. On peut dire que le passé a construit le présent et nous annonce un avenir quelque peu inquiétant. La science transmise par l'Égypte antique, qu'il avait reçue de mystérieux initiateurs, a rayonné de différentes façons et s'est manifestée en divers lieux et à diverses époques. Elle nous indique même comment les interpréter avec, disent les textes de l'Égypte, l'intelligence de l'âme ou l'intelligence du cœur, c'est-à-dire élever ses vibrations pour être en syntonie, le plus près possible de la syntonie, avec celui qui a écrit ou qui a donné un message. Personnellement, au cours de plusieurs voyages, j'ai eu le privilège de rencontrer en Égypte et ailleurs des personnes qui m'ont offert des clés. Elles m'ont permis d'aborder différemment les mystères de la survie et d'y trouver des correspondances avec la science de notre époque. Elles m'ont révélé les liens qui ont uni des événements apparemment indépendants les uns des autres. Oh, il ne s'agit pas d'événements anecdotiques, mais du destin d'une grande partie de l'humanité, soumise au cours des siècles à des forces qu'elle ignore et qu'il lui est impossible de maîtriser. Les générations se succèdent, mais les forces occultes qui les manipulent sont toujours présentes et actives. Donc c'est à Venise que m'est apparu le monstre qui possédait le pouvoir ambivalent de répandre des forces bénéfiques ou de les transformer en de sanglantes et quasi permanentes manifestations. La ville de Venise, ses légendes cruelles de son histoire, ses mystères, sont pratiquement impénétrables dans la ville et sur la lagune. Des vestiges illustrent encore des lieux que parcourent des milliers de touristes. Cette ville fut-elle un bouillon de culture capable d'envahir diaboliquement une partie de la planète? Et c'est de ce lieu qui abrite la momie égyptienne la mieux conservée d'Europe, qu'un personnage, venu lui aussi d'Égypte comme par hasard, Abramelin le mage, a créé le conditionnement de ce qui allait déclencher des tragédies successives qui d'ailleurs ne cessent d'ensanglanter notre piteuse civilisation. J'ai séjourné, bien sûr, plusieurs fois à Venise, à la recherche d'éléments susceptibles d'éclairer mes recherches, et là, je n'ai pas été déçu. J'ai vécu, on peut dire, une expérience personnelle que je considère devoir transmettre, bien que ce parcours ne soit finalement jamais terminé. Sans aucune ambition, réellement, j'espère que cette étude retiendra l'attention de lecteurs qui, à leur tour, emprunteront les routes de cette quête interminable. Mon but est de mettre en évidence les motivations de ceux dont nous dépendons. Il semble ignorer les sources de leurs inspirations, bien sûr, mais c'est ces inspirations qui déclenchent leur comportement. Un proverbe dit « un homme averti en vaut deux ». Il est toujours enrichissant de s'informer et de tenir compte des avertissements qui découlent de ces informations. Alors nous allons cheminer dans cette jungle mystérieuse et parfois sordide à travers les siècles, en commençant par ce lieu exceptionnel, autant visité que méconnu, la ville et les environs de Venise. J'ai eu la chance, la première fois, d'arriver à Venise en bateau, par la lagune, et bien sûr, pendant ce voyage, à mesure que dans le lointain, sortant de la brume du matin, on voyait surgir les bâtiments
de la ville de Venise, bien sûr, j'évoquais tout ce que pour moi représentait cette république qui fut riche et puissante. Mais une république riche et puissante, joyeuse, festive, peut-être, mais quand tombent les masques, au lieu de l'étrange, mystère et légende d'un lointain passé et monde d'aujourd'hui sont unis à Venise. Et bien sûr, j'arrivais là avec l'idée de recherche dans ce domaine, mais sans vraiment avoir on peut dire des problèmes d'avoir établi un plan pour mes investigations qui étaient imprécises. Je savais qu'il y avait eu à Venise des quantités de légendes indiquant qu'il y avait un dragon sur la lagune, qui peut-être ont été des genres de sauriens et de crocodiles, mais enfin, il y a la légende des dragons sur la lagune, que plus tard la chrétienté a remplacé par le lion de Saint-Marc. Et sur la lagune, il y a toujours eu des principes de magie sacrée, Abramelin le mage et autres, on le verra. Il y a aussi sur Venise le culte de Saint-Georges et de son combat contre le dragon. Et dans une église de Venise, on voit très bien, à cheval, un Saint-Georges vêtu de noir, la chevelure blonde flottant au vent, et Saint-Georges pourfendant avec sa lance un dragon, mais par la perspective sous le cheval, on voit très bien des restes humains coupés en morceaux. Et là, on retrouve l'idée d'Osiris, qui lui aussi fut un dieu coupé en morceaux en Égypte. Alors, bien sûr, il faut d'abord, avant de passer à l'étude des pratiques rituelles, il faut s'intéresser à la ville, à visiter la vieille ville surtout. C'est ce qui m'a le plus intéressé, bien que je n'ai pas négligé la ville de Venise telle qu'on la connaît sur le plan touristique. Mais ce qui m'intéressait, c'était les vieilles ruelles, les canaux étroits et les légendes, les noms qui s'attachent à certains lieux. Et je vous assure que la nuit, où je partais seul, avec ma caméra dans l'appareil de photo, eh bien, auprès de ces canaux étroits, sur des petits trottoirs avec des arcades, c'était vraiment quelque chose de très, très, très impressionnant. On peut dire que c'était même angoissant de voir autour de soi ces reflets assez sinistres. Par là, on passe à côté du Casino des Esprits. Et près du Casino des Esprits, en pensant toujours à ce rite Saint-Georges lié à Osiris, des gens coupés en morceaux selon les légendes, eh bien, sur un portail, de l'autre côté du canal où j'étais, j'ai vu une tête de poupée qui était affichée, accrochée sur un portail. Une tête de poupée, c'était donc quand même l'image, le symbole d'un élément humain qui avait été détaché du corps. Et bien sûr, il y a le Casino des Esprits, et puis il y a l'île Saint-Michel, qui, elle, est toute une île qui est devenue le cimetière de Venise, et c'est Saint-Michel qui trône à l'entrée. Saint-Michel, bien sûr, lui aussi, combattant le dragon. Et là, il y a une église fermée qui, soi-disant, d'après ce que j'avais lu, contenait l'emblème du vampirisme. L'emblème du vampirisme, qui est aussi l'emblème de la famille Barbaro. Et je voulais retrouver, bien sûr, cette église. Je l'ai finalement retrouvée, bien sûr. Et dans l'église où il y a l'emblème de la famille Barbaro, c'est l'église Francesco della Vigna. Il y a ce blason. Barbaro, la famille Barbaro, bien sûr, c'est quand même la famille qui a habité à Venise, historiquement, la Casa Dario. La Ca Dario, c'est le nom qui veut dire le palais qui tue. Et là, c'est une histoire réelle quand même. Il y a eu les premiers meurtres de la famille Barbaro dans ce palais au XVe siècle. Et le dernier, eh bien, il a eu lieu en 1981, quand cette famille s'est éteinte. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je voulais voir le tombeau de la famille Barbaro. Je suis rentré dans cette église, ou plutôt
je n'ai pas pu y rentrer, puisqu'elle était en réparation, tout était fermé, mais quand même, à côté de l'église, il y a un cloître. Et en passant par le cloître, j'ai quand même trouvé une porte qui menait dans l'église. Je suis rentré, bien sûr, et ça se passait en 1982, et dans l'église, avec mes appareils pour prendre des documents, bien sûr, les moines qui passaient par là, alors que l'église était interdite à toute visite, me regardaient d'un drôle d'œil, mais comme j'avais l'air bien assuré, ils m'ont rien demandé. Et j'ai tourné autour pour chercher la famille Barbaro. Et finalement, j'ai trouvé le tombeau de la famille Barbaro, cette famille ayant cette réputation diabolique, et surtout la réputation d'être une famille de vampires. On voit toujours ce côté-là qui revient à Venise. Et là, bien sûr, j'ai vu sur la façade de ce tombeau dans l'église, j'ai vu le rond rouge cerclé de blanc. Le rond rouge cerclé de blanc, c'était les armoiries de la famille Barbaro, mais c'est aussi, ce rond rouge, c'est aussi l'emblème de l'alchimie. L'alchimie, c'est un rond rouge qui est cerclé de blanc. Et on le retrouve, par exemple, à Montpellier, qui est une ville alchimique, dans la Tour des Pins, la vieille porte en bas, à l'ancien emblème de Montpellier, qui n'était pas Notre-Dame-d'État, ce qui est actuellement, mais qui était le rond rouge cerclé de blanc, symbole de l'alchimie. Donc, l'alchimie, il y avait un rapport avec Venise qui allait me le révéler, mais il faut savoir aussi que ce rond rouge cerclé de blanc, on le retrouve dans des lieux inhabituels. Par exemple, dans l'église de Rennes-le-Château, dans la haute vallée de l'Aude, Rennes-le-Château dont on connaît un peu tous les mystères et les légendes, eh bien, en rentrant dans l'église, il y a une statue du diable. Au-dessus de la statue du diable, il y a 2 salamandres. Les salamandres sont des animaux qui ont la réputation légendaire de vivre dans le feu. C'était l'emblème de François Ier, d'ailleurs, de l'époque, on peut dire, de la Renaissance. Et en dessous de ces salamandres, au-dessus de la tête du diable, il y a un rond rouge cerclé de blanc. Évidemment, on ne peut pas donner de réponse, mais le symbole de l'alchimie, le symbole de la famille Barbaro, c'est assez curieux également à cet endroit-là. Et on pourrait en citer beaucoup, bien sûr. Donc, j'étais surtout à la recherche de la momie qu'on m'avait signalée dans une île de la lagune. Alors, on m'avait dit que cette momie, qui est un don à un monastère de prêtres mékitaristes des Arméniens, c'est un cadeau d'un prince qui s'appelait Youssef Bey et de Mohamed Ali Pacha, et ça s'est passé en 1825. Elle est venue là, cette momie, qui avait déjà près de 3000 ans. Son nom est Nemenket Amen, et son titre, c'est Ert Sedjef, dont le supérieur de Sedjef. Alors, je voulais voir la momie. Comme je savais qu'elle était dans l'île de San Lazzaro, près du Lido, de l'autre côté de la lagune, j'ai pris un vaporette, je suis allé au Lido, et là, je voulais m'embarquer pour Saint-Lazare. Il n'y avait pas de bateau. Il fallait retourner à Venise pour avoir un bateau, puisque cette île, qui malgré tout a pour moi une grande importance, cette île n'est pas répertoriée dans les guides touristiques. Donc je suis retourné à Venise, et là j'ai trouvé un petit vaporette qui pouvait amener une fois par jour des touristes à San Lazzaro, où nous n'étions pas nombreux, on était à peine une dizaine, des Américains, des Anglais, 2 ou 3 Allemands, et un Français, c'était moi. On est arrivé à l'île, au débarcadère du monastère de San Lazzaro, et là, les pères mékitaristes parlaient un peu toutes les langues, bien sûr, c'est un lieu aussi touristique, et il y en avait un qui parlait français. Alors j'ai commencé à parler avec lui de l'histoire, je savais qu'il faisait des reliures et qu'ils étaient spécialistes des livres anciens, j'ai surtout parlé de ça, et avec mon interlocuteur, je me suis arrangé pour que les autres prennent de la distance, partent plus loin, si bien qu'on est arrivés tous les deux, seuls, en train de parler, dans l'endroit où il m'a fait voir les reliures, tous les livres qu'ils font, et on est passé ensemble dans une grande pièce où, dans son cercueil de verre, j'ai vu la momie égyptienne. Bien sûr, le prêtre m'a donné des renseignements historiques sur cette momie, il m'a donné des renseignements sur les objets qui entouraient la momie, bien sûr, c'était intéressant,
et je n'ai pas osé quand même lui parler d'un côté plus ésotérique. On est passé dans la bibliothèque, et là j'ai vu des livres merveilleux sur des vitrines. Il y avait des livres qui dataient de plus de 1000 ans, c'est important, avec bien sûr beaucoup d'enluminures, etc. Et pendant qu'il me présentait tout ça, très intéressant d'ailleurs, moi je pensais quand même à ma momie, et il est arrivé un autre ecclésiastique avec des dossiers sous le bras, et il les a posés à côté de nous sur les vitrines. Alors bien sûr, ils se sont mis à parler, et moi j'en ai profité pour dire à mon guide, écoutez, pendant que vous parlez, je ne veux pas vous déranger, si vous le permettez, je vais revoir la momie et les objets qui sont autour. Il m'a dit d'accord. On avait la montre pour ne pas dépasser le temps. Donc, je suis reparti, et là, j'ai pu passer pratiquement, on peut dire, une bonne demi-heure, seul, en tête-à-tête, avec cette momie, avec cet étrange voyage d'un prêtre du temple de Diospolis, qui vécut il y a plusieurs millénaires. Je pense que c'est un dialogue muet, mais je ressentais quand même quelque chose près de cet être embaumé pour obtenir une certaine immortalité, mais quelle forme d'immortalité? Ce qui est curieux quand même, il y a les croyances égyptiennes où on sait que Dieu, Ra ou Ré, c'était le soleil, et le soleil partait en blanc, soleil levant, il montait soleil d'or au zénith, et rouge quand il repartait, puis il partait dans le bleu-noir qui passait sous la terre de l'autre côté. Et bien sûr, on retrouve le symbole de l'alchimie, le noir, le blanc et le rouge. Et pour les Égyptiens, leurs momies étaient préparées pour conserver une forme de vie. Elles étaient donc sous la terre, et quand le soleil passait de l'autre côté, d'après leur tradition, eh bien, il envoyait des rayons, Ré ou Ra, envoyait des rayons à ces momies, et ces momies conservaient une forme de vie. Bien sûr, tout ça a été pris pour des plaisanteries, ça a été assez moqué, mais on peut quand même s'y intéresser. Et il y a quand même des textes qui sont près de la momie, qu'un égyptologue français, M. Chabas, dont j'ai eu tous les écrits, il est décédé depuis longtemps, j'ai eu tous les écrits, et on lit, M. Chabas a écrit notamment la signification emblématique de diverses parties d'une sépulture égyptienne roule sur le dogme de la résurrection. Amulettes, figures divines, scènes mythologiques, disposition des enveloppes, sens mythique des légendes, tout se réfère à cette expérience de vie qui fait le fond des doctrines sacrées. Et vraiment, c'était intéressant, et on a toute l'indication sur ces bandelettes. Et là, je pensais à cela, bien sûr, près de la momie, recueillie comme en un lieu sacré. Était-ce mon imagination? Mais là, vraiment, j'ai ressenti comme une subtile communication entre cet être et moi à un niveau indéfinissable. Oh, j'avais lu des textes sur cette momie où on disait qu'elle était diabolique, que son esprit pouvait envahir l'esprit des gens qui venaient la visiter, les occuper, etc. C'était vraiment effrayant. Et là, au contraire, pour moi, c'était comme une communication, mais indéfinissable, près de ce cercueil de verre. Là, il me semble que je comprends mieux toutes mes visites en Égypte, ainsi que le sens caché de mes anciennes lectures. Des réflexions ont surgi, bien sûr, brusquement. S'il est vrai que ces êtres d'un lointain passé ont le pouvoir d'influencer tout ce qui vit sur notre planète, ils peuvent aussi, d'une façon occulte, en commander le destin. Peut-être selon une mission, selon un plan établi, plan inscrit par leurs ancêtres dans la pierre du Sphinx ou de la pyramide de Khéops. Et c'est ce plan que depuis des millénaires ont révélé des prophètes avec des avertissements. Venise, bien sûr, est un maillon essentiel depuis l'Égypte antique jusqu'à notre XXIe siècle. Et il y a un texte de M. Chabas qui a étudié tous les textes sur les bandelettes autour de cette momie. Donc, c'est extrait du Livre des Morts, bien sûr. Le Livre des Morts, qui est un rituel funéraire avec ses hymnes, ses prières,
devait faciliter pour les Égyptiens l'évolution de la résurrection et assurer la sortie lumineuse. La momie de Nemenhket nous offre le chapitre 26 de ce livre, dont le titre est « Chapitre de replacer le cœur à l'homme dans le carnéter, dans l'Hadès ». La traduction de M. Chabas de ce texte est la suivante. « Mon cœur est en moi, dans le lieu des cœurs. Il est à moi mon cœur, il repose en moi. » Et après quelques lignes, le texte poursuit « Je pars et je reviens sans tomber ». Cette phrase est quand même significative, mais vous allez voir, la suite ne l'est pas moins. Ma bouche est à moi pour parler, mes bras sont à moi pour abattre mes ennemis. J'ouvre les portes de la terre. Seb, le plus noble des dieux, m'ouvre les oreilles. Il ouvre mes yeux obscurcis. Il redresse mes bras repliés. Anubis redonne la vigueur à mes jambes. Je me lève. La divine Séquette me redresse. Je suis dans le ciel. Je fais ma volonté dans Akapta. J'ai l'intelligence dans mon cœur. Je suis maître de mes bras, maître de mes jambes. Je fais ce que je veux. Mon âme n'est pas retenue dans mon corps. Je suis placé aux portes de l'Occident. Ce texte est clair, il se passe de commentaires, mais quand même, on ne peut s'empêcher de penser que le glorieux passé de Venise en a fait pendant longtemps la porte entre l'Occident et l'Orient. Comment ceux qui ont embaumé ce personnage-là pouvaient-ils le prévoir il y a plusieurs millénaires qui serait placé justement à cet endroit-là? Bien sûr, quand quelqu'un veut cacher quelque chose, son visage, son regard, ses intentions, la ruse la plus utilisée est de se réfugier derrière un masque virtuel ou un masque réel. Sans se soucier de cacher ses hypocrisies, la société vénitienne a utilisé les masques pour créer une égalité entre citoyens qui devenaient anonymes. Aujourd'hui, le tourisme de masse cache les anciennes tragédies de Venise. Fêtes, carnaval, spectacles, musique, joie de vivre, bateaux immenses maintenant, qui sont en train de saper les fondements de la ville de Venise par les déplacements d'eau qu'ils provoquent, tout est vraiment à Venise dans le côté touriste. Et puis on y voit le fameux pont des Soupirs, le pont des Soupirs qui est cher aux couples, aux amoureux, alors qu'on peut penser que ceux qui soupiraient, c'était des soupirs de souffrance, parce qu'à côté du pont des Soupirs, il y a les plombs de Venise, les prisons, d'où un seul personnage se serait évadé, Casanova, les cachots. Alors évidemment, les cachots, c'est intéressant, ils ne sont pas sur les guides touristiques, ça n'intéresse pas grand monde, mais quand même, avec mon épouse, on est allé dans, on peut dire, on est passé dans les palais qui sont à côté du pont des Soupirs, et là, quand on connaît un peu les lieux, on a pris un escalier qui nous a amenés au pont des Soupirs, et là on peut passer dans le pont des Soupirs, d'où on voit la lagune, et de l'autre côté, eh bien, on arrive aux prisons de Venise, sous les fameux plombs, qui créaient là une chaleur insupportable, et je vous assure que là, vous rentrez dans des lieux terribles, où vous avez des grandes surfaces avec les cachots, mais les cachots ont des grandes fenêtres grillagées, avec des gros barreaux, qui donnent dans des couloirs, il n'y a rien qui donne de l'extérieur. J'ai pris évidemment pas mal de photos de tout cela, et c'est assez impressionnant. Donc le pont des Soupirs n'est pas le soupir de joie ou d'amour, certainement pas. Donc dans les légendes de la lagune, à cette époque-là, bien sûr, il y avait ces fameux dragons dont les corps étaient coupés en morceaux. Et sur les gondoles encore, vous avez souvent pour attacher la rame un dragon qui ressemble quelquefois un peu à un cheval, et on le retrouve presque sur toutes les gondoles de Venise. Et puis il y a l'île de San Michel, où on a la légende de Saint-Michel, qui terrasse le dragon lui aussi, et l'île de San Michel, c'est vraiment un cimetière, c'est le cimetière de Venise. Alors Saint-Georges face au dragon, une légende suite à des faits réels,
ou monstres terrorisant les habitants de la lagune, récupération des légendes. Là, il faut faire beaucoup de recherches et on n'a pas grand-chose vraiment comme réponse. Saint-Georges, quand même, quand je vous l'ai dit, dans une église, il est à cheval, il a plutôt l'air d'un diable que d'un saint, un cavalier blond vêtu de noir, et il a l'air plutôt d'un démon nordique. Mais en fait, le personnage de Saint-Georges, dans la chrétienté, il est le patron de Barcelone, de Gênes et de Venise, alors qu'on ne sait pas s'il a vraiment existé. Et on le met vraiment en correspondance avec le culte d'Osiris. Donc, ces idées ont été toutes inspirées par la momie. J'ai recherché les influences occultes de l'Égypte d'un lieu à l'autre, et de jour comme de nuit, autour de ces canaux, de ces arcades dont je vous ai parlé, dans une ambiance inquiétante, au bord de cette eau des canaux, une eau glauque, sombre, à quelques centimètres des pieds, puisque c'est au bord de ces trottoirs, dont la tête de poupée, dont je vous rappelle qu'elle avait symboliquement une relation avec, on peut dire, le vampirisme, un rituel près des casinos des esprits. Souvenirs macabres, liés à des exécutions, à des corps décapités, et plus loin, on trouve une ruelle qui a pour nom Calle de la Morte, la rue de la mort. Et c'est par là que passaient les convois qui amenaient les suppliciés qui étaient sur la place de Venise et qu'on amenait au cimetière dont Saint-Michel. Donc le monstre de la lagune a-t-il existé? Là, on se le demande. Il y a peut-être des amplifications de créatures dangereuses, et il y a quand même le témoignage de pêcheurs qui, en 1933, affirment avoir vu sortir de l'eau près de leur bateau un animal avec une tête comme un cheval, et cet animal avait des anneaux, et il est passé près d'eux, ils ont vu plusieurs, comme un serpent. Bon, est-ce vrai, est-ce pas vrai? Ça s'est passé en 1933, toute la presse en avait fait écho. Donc, j'ai eu toutes ces recherches et je suis arrivé à la tradition vampirique avec la recherche de la tombe du comte Barbaro et toujours ce curieux emblème qui est en même temps celui de l'alchimie. Donc, la tradition vampirique était faite pour obtenir la survie à partir du sang humain. Donc c'est tout le symbolisme des vampires, etc. Et là on peut dire que venus par les Balkans, depuis la Transylvanie, les Carpates, la Hongrie et la Roumanie, il y a eu toutes ces légendes, ces histoires du vampirisme. Et ça a tenu jusqu'à nos jours sous différentes formes, plaisanteries ou même cérémonies de gens qui le prennent au sérieux. Et en 1897, Bram Stoker, un Irlandais, membre de sociétés secrètes d'ailleurs, a écrit et publié un roman qu'il a appelé Dracula. Et bien sûr, il savait qu'il ne s'agissait pas de superstition et que ces légendes de vampires s'abreuvent toutes de sang humain dans le but d'obtenir l'immortalité. C'est un amalgame de sombres histoires, d'ailleurs que Jules Verne a étudié sur place, où j'ai pu, sur place, reconstituer le trajet qu'il a effectué pour trouver l'inspiration de son livre « Le château des Carpates ». Venise a rassemblé des légendes venues de l'Europe orientale et les a mariées à ses propres légendes, avec la mort, le sang et la recherche de l'immortalité. Combattre la terreur qu'inspire la mort, c'est inconnu. On peut dire que les croyances aux vampires se sont répandues. Elles se sont répandues rapidement et ça s'est répandu, ça s'est mêlé à la vie, aux croyances, aux superstitions et au désir de vaincre la mort, justement par le culte du sang humain. Alors dans l'histoire, on peut raconter des quantités de gens, des transfusions qui se sont faites pour prendre le sang de personnes en pleine force, des jeunes gens et pour des vieillards, qui en sont morts d'ailleurs, parce que ces transfusions ne leur ont pas apporté autre chose, bien sûr. Mais en fait, les croyances ont été aussi popularisées, quelquefois, par des corps qui sont bien conservés, sans avoir aucune préparation. Et là, bien sûr,
la croyance aux vampires, qui était conservée pour sortir la nuit de leur cercueil, de leur tombe, et aller s'abreuver du sang humain, c'est une croyance, il ne faut pas croire, qui était uniquement dans le peuple inculte. Ah non, vous pouvez avoir des textes de Jean-Jacques Rousseau qui en fait témoignage et qui a assisté à des cérémonies où on sortait des cercueils de quelqu'un qui avait la réputation d'avoir été un vampire, on sortait le corps, qui quelquefois, même naturellement, pouvait être assez bien conservé, et là, on lui plantait un pieu dans le cœur, et puis on lui coupait la tête. Et quand même, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est pas si loin, qui a affirmé tout ça. Donc, pour supprimer un vampire, jusqu'au XVIIIe siècle, il y a eu des cérémonies dans toute la France et dans toute l'Europe pour empêcher que le vampire puisse nuire aux vivants. Alors, était-ce une maladie diabolique, contagieuse? On peut dire qu'un vampire suçait le sang et sa victime devenait de nouveau vampire. En 1755, Gérard Swiryn, un médecin, a écrit dans un rapport officiel, en tant que médecin, le vampirisme est aussi contagieux que la gale. Et il précisait que certains possèdent une maladie qui est héréditaire et, d'après lui, il y avait aussi des vampires de naissance. Croyances, peurs, répandues par des récits, des livres, et puis, finalement, par le cinéma. On connaît tous le film de Roman Polanski, Le bébé de Rosemary, Le bal des vampires, etc. Et même en notre XXIe siècle, l'homme ne se connaît que superficiellement. Alors, le vampire est une réalité, une légende. Il y a encore des croyances qui subsistent. Et les Grecs, eux, héritiers des Égyptiens, bien sûr, nous ont laissé un message que nous devrions vraiment méditer et essayer d'appliquer. Ils nous ont dit « connais-toi toi-même ». Effectivement, si toutes ces légendes ont pu envahir les populations, c'est que les gens ne connaissent pas ce qu'ils sont réellement. Nous connaissons, croyons connaître notre corps matériel, nous tâtonnons dans les recherches on peut dire, du psychisme, de la spiritualité, mais nous ignorons notre troisième dimension. D'où venons-nous? Où allons-nous? Les mots que nous donnaient les Grecs, c'était « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et ce ne sont plus que des symboles. Les affirmations taxées de ridicule ont été confirmées au XXe siècle par la découverte de l'ADN. La découverte de l'ADN, bien sûr, alors que nous ignorons tous ce qu'est le mystère de la vie, eh bien, ça nous permet de connaître les dieux et les particules élémentaires qui constituent chacun de nos atomes. Bien sûr, on peut arriver, par l'ADN, maintenant, à déterminer la vie de quelqu'un, et ça peut aller très loin, on en reparlera, bien sûr. Donc, la momie était conservée pour garder en elle une forme de vie. Les techniciens de l'Égypte antique connaissaient bien le fonctionnement de l'être humain. Et notre civilisation a considéré que c'était pratiquement des croyances, de banales croyances et de superstitions. Mais en réalité, si les Égyptiens nous disaient qu'ils conservaient les momies pour que dans le corps qui était conservé, il y ait encore une forme de vie pour la momie, ce qui a été ridiculisé pendant des siècles, et bien maintenant, on se rend compte que dans un corps conservé, on prend dans le sang de l'ADN et on peut reconstituer une forme de vie. Les clonages maintenant se font, et certainement plus que ce qu'on croit. Donc, c'est quelque chose que les Égyptiens connaissaient vraiment. Les Égyptiens, vraiment, ont mêlé symbole et réalité, surtout en affirmant qu'un symbole a la valeur de ce qu'il représente. Et je peux confirmer que si on l'expérimente, c'est vrai, un symbole a la valeur de ce qu'il représente. Alors, les croyances de l'Égypte antique sont en correspondance avec l'astronomie, avec les principes de l'alchimie,
On pourra en parler éventuellement, si on n'a pas le temps de faire un débat ici, on pourra le faire auprès d'Estan, où mon épouse fait des consultations. Et donc, en étudiant la famille Barbaro, j'ai trouvé des traces en Croatie, près du palais du sinistre empereur Dioclétien, celui qui a tué le plus de chrétiens avant qu'arrive Constantin, l'empereur Dioclétien qui, d'après l'histoire, aurait sacrifié son épouse et sa fille qui se seraient converties au christianisme. Donc, c'est près du palais de Dioclétien que j'ai eu connaissance d'autres textes qui étaient des familles de vampires à Venise, et notamment, on y parlait de la famille Barbaro, qui est connue en Croatie pour cette réputation de vampirisme. Et en Croatie, et même en France, il y a des exemples qui méritent d'être cités. Le journal Le Figaro, en octobre 1874, relatait le décès à Paris du comte Borolo-Jovac, un comte donc qui vivait à Paris et qui était originaire de ces régions où il y a le vampirisme partout. Et un auteur français, Jean Palbour, en a donné des extraits dans son livre en 1978 par exemple, et dont ce personnage, Borolo-Jovac, était né en Roumanie. Il avait fui ce pays qui, disait-il, était le lieu où tous les membres de sa famille devenaient des vampires après leur mort. Le comte confia à des amis, vraiment, sa peur de devenir, lui aussi, un vampire, comme les membres de sa famille, et s'échapper de la tombe pour poursuivre la ténébreuse existence dans une éternité de nuit et d'horreur. Alors, le comte Borolo-Jovac, on en a donc les traces, il avait demandé à ses amis les plus intimes, de lui arracher le cœur après sa mort. À Paris, au cimetière du Père-Lachaise, il existe de curieuses inscriptions sur des sépultures étranges. Guidé par des amis, je les ai examinées, j'ai été informé de cérémonies même lucifériennes il n'y a pas très longtemps, la nuit dans le cimetière du Père-Lachaise, et j'ai essayé de retrouver des traces de Borolo-Jovac, il n'y en a pas à Paris. En revanche, j'ai retrouvé sa tombe à Venise. À Venise, bien sûr, le comte Borolo-Jovac a voulu être inhumé, et peut-être lui a-t-on coupé la tête, peut-être pas, ou arraché le cœur. On n'a jamais fait de recherches dans sa tombe, mais ce qu'on sait quand même, c'est que dans le cimetière, on peut dire le cimetière de Venise, l'île Saint-Michel, où je suis allé, je voulais retrouver cette tombe de Borolo-Jovac pour savoir si elle avait vraiment existé, si elle était quelque part. Alors j'ai peu évaporé, parce que là-bas on se déplace comme ça. Arrivé au grand portail de l'île qui contient uniquement le cimetière, j'ai vu un gardien qui pouvait faire guide, et là-bas, avec Batchich, on arrive à se faire guider facilement. J'allais quand même pas dire que je voulais voir la tombe d'un vampire. Alors j'ai dit à ce brave homme, je voudrais voir, ce que je savais qui était là, les tombes de Diaghilev et Stravinsky, qui avaient créé les ballets russes entre les deux guerres. Et il m'a dit, ah oui, je sais où c'est, je vous y amène. Bon, je l'ai suivi, j'observais partout, et à un moment donné, on a traversé une partie du cimetière 2 fois grande comme cette salle, et là, il n'y avait pas de tombe visible, il n'y avait rien, tout était comme à l'abandon. Et tout était à l'abandon, et j'ai bien repéré. Quand il m'a quitté, j'ai pris quelques photos dans la tombe de Stravinsky et Diaghilev, ça m'intéressait sur le plan culturel, et puis tout seul, quand il était parti, je suis revenu dans cette partie du cimetière. Et là, j'ai retrouvé la tombe du comte Borolo-Jovac, qui est bien, en tant que vampire, enterré dans une partie du cimetière qui n'est pas réservée aux gens respectables. Donc, une confirmation de plus de la pratique du vampirisme dans cette région. Alors, le vampirisme, comme tout ce qui est le culte du sang, l'ADN maintenant, peut prolonger la vie indirectement par le clonage. Eh bien, le vampirisme avait pour but de prolonger la vie
plusieurs siècles. Et là, on se rend compte qu'on retrouve dans l'histoire de l'humanité ce désir. Ce désir est souvent, notamment, dans la Bible. Dans la Bible, on nous parle de patriarches qui ont vécu 500 ans, 800 ans, 900 ans et même plus pour Mathusalem. Donc on le retrouve dans un livre qui n'est pas un livre de plaisanterie quand même. Et j'ai un de mes amis, qui est décédé maintenant, Jean Groffier, qui a travaillé longtemps au Moyen-Orient, qui avait créé le cahier de l'UNESCO, ça remonte loin. Jean Groffier, entre les deux guerres, avait été un des premiers à photographier au magnésium l'intérieur de la pyramide de Khéops. Et Jean Groffier s'est intéressé, avec l'histoire de l'Égypte et avec la Bible, à faire des comparaisons. Et bien sûr, il a fait des comparaisons qui l'ont amené à penser que le règne de tel pharaon et puis la présence de tel prophète, etc., pouvaient prétendre, indiquer que ces gens-là, les prophètes, avaient vécu plusieurs siècles. Bon, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Dans la Bible, on trouve un texte qui met en scène Dieu discutant avec Noé. C'est après le déluge. C'est après le déluge, Noé parle et marche avec Dieu, c'est le texte de la Bible, et à ce moment-là, Dieu lui dit que désormais, s'il a à punir les humains, il ne le fera plus avec un déluge. Mais en revanche, il lui précise, mais maintenant, la vie humaine ne sera plus que de 120 ans, en toutes lettres dans la Bible. Si à cette époque-là, il a été indiqué que la vie ne serait plus que de 120 ans, ça laisse supposer qu'avant, elle était beaucoup plus longue. Elle pouvait être avant beaucoup plus longue, et à ce moment-là, on a l'impression que dans les sciences inconnues de ces peuples, loin dans l'Antiquité et avant l'Antiquité, il y avait peut-être eu à un certain moment ce que nous appellerions une manipulation génétique indiquant que désormais la vie humaine s'arrêterait là. Mais ce qui est curieux aussi, c'est que dans la médecine actuelle, on estime qu'un être humain ne peut pas vivre au-delà de 120 ans. On est construit pour ça. Et ça, c'est le côté scientifique actuel. Donc, les Égyptiens, eux, prétendaient conserver la vie pour la restituer à quelqu'un qui avait ce que nous a dit le texte près de la momie de Nemenket. Et c'est assez curieux, il y a très longtemps de ça, en 1990, je présentais souvent, je n'avais pas écrit ce livre que j'ai écrit que l'année dernière, bien sûr, je présentais souvent un reportage sur la momie de Venise, mes impressions, etc. Et j'avais un de mes amis qui s'intéresse beaucoup à l'alchimie, et qui est un chimiste opératif, bien sûr. Il venait souvent à ces conférences-là. Et un jour, il m'a dit, tu sais, ce que disent les textes de l'Égypte antique, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est réel. Si on confiait des momies égyptiennes bien conservées à des alchimistes opératifs, ils seraient capables de réveiller cette vie que la momie contient, comme l'affirment les textes. Ça m'a paru un peu gros. Et il m'a dit, mais attention, quand tu feras ta conférence désormais sur la momie de Venise, tu diras que la momie contient une forme de vie et que si on l'a confiée aux alchimistes opératifs, ils seraient capables de lui rendre sa vie normale pour laquelle elle est conservée. J'ai dit, moi, attention, c'est dangereux. Si dans l'assistance, il y a des scientifiques, des médecins ou autres, je vais en prendre pour mon grand. Il m'a dit, non, fais-le, tu verras. Eh bien, je peux vous dire que pendant des années, j'ai présenté cette conférence en donnant cette affirmation par rapport à la momie de Venise. Je n'ai jamais eu un contradicteur qui me dise c'est pas possible. Donc il y a quand même quelque chose qui est vraiment important dans ce que nous ont transmis les Égyptiens de l'Antiquité. Et avons-nous l'éternité en nous? Bien sûr, on parle quelquefois de l'éternité en nous avec des mémoires akashiques où on connaît le passé, etc. Mais je me fie aussi à un scientifique qui était un physicien français, Jean Charron, qui est décédé maintenant, mais que j'ai connu il y a pas mal d'années. Et Jean Charron a indiqué que les particules élémentaires qui nous constituent,
c'est-à-dire les électrons qui tournent autour du noyau de l'atome. Ces électrons ont une forme de vie depuis qu'ils ont été créés au moment du Big Bang. Alors voilà, je ne vais pas lire le texte, ce serait trop long, mais en substance, Jean Charron dit qu'au moment du Big Bang, les particules élémentaires ont été les premiers éléments donc, qui se sont, on peut dire, matérialisés, bien que ce soit une matière impalpable, bien sûr, et ensuite, autour des particules élémentaires sont nés les atomes et les cellules, etc., dont nous sommes constitués. Et Jean Charron dit bien que nos particules élémentaires, lui il parle des électrons, c'est l'exemple qu'il donne, ces particules élémentaires obéissent à un espace-temps qui n'est pas le même que le nôtre, et ces particules sont indestructibles. Depuis le Big Bang, d'après Charron, un physicien français, d'après le Big Bang, chaque particule a participé à la vie d'un arbre végétal, animal, humain ou même minéral, et quand l'être auquel elle appartenait est détruit, la particule élémentaire continue de partir. Elle partit, elle continue, elle est indestructible, et elle emporte avec elle toute la mémoire de l'être auquel elle a appartenu, comme le fait l'ADN éventuellement. Donc, nous avons en nous des milliards de particules élémentaires, puisque la gnose de Princeton en 1961 a fixé que dans un centimètre cube d'air, il y a plus d'électrons que ce qu'il y a d'étoiles dans tout l'univers. Alors imaginez-vous le nombre de milliards, et dans tous ces électrons qui sont venus en chacun de nous en ayant vécu d'autres vies, eh bien, ils auraient ramené, d'après Charron, scientifique donc, ils auraient ramené toute la mémoire des vies auxquelles il aurait appartenu. Ça, c'est déjà fantastique. On a en nous, d'après un scientifique, qui est respecté d'ailleurs, Jean Charron, on a en nous toute la mémoire de l'univers depuis le Big Bang par le nombre de particules élémentaires. Mais, personnellement, ça m'a fait réfléchir, j'ai ajouté autre chose. Einstein, qui n'était pas non plus un plaisantin, Einstein a bien dit que dans l'absolu, le temps n'existe pas tel que nous le concevons. Il ne va pas du passé au présent, au futur. Dans l'absolu, c'est le présent éternel. Passé, présent, futur se confondent. Autrement dit, si on prend la phrase d'Einstein en la mettant à la suite de ce que nous dit Jean Charron, les électrons en nous ont la mémoire de tout leur passé, mais ils ont aussi la mémoire de tout leur futur. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui peut être intéressant à étudier objectivement et sans a priori, à étudier quand on a quand même des gens qui ont fait des prophéties qui se sont réalisées, quand on a des gens qui ont la possibilité d'annoncer des événements à venir, est-ce que vraiment il y a en nous cette possibilité qu'on ne peut pas consulter, mais qui peut se révéler sous certaines conditions dont on n'a pas établi le catalogue éventuellement. Donc, d'après tout cela, nous pourrions avoir en nous la mémoire du passé, la mémoire du futur. Donc, je crois que c'est quelque chose d'intéressant à étudier scientifiquement, mais pas à rejeter d'un revers de main. Bien sûr, prolonger la vie, ça a toujours été, comme je vous disais, un souci pour tous les humains. On peut en citer des quantités, je ne vais pas raconter des histoires. Il y en aurait trop. Il y a eu le docteur Faust, dont a parlé Goethe, qui lui aurait rencontré un magicien dont c'est Méphisto, qui lui aurait donné la possibilité, contre la vente de son âme, de prolonger sa vie. Et le docteur Faust, Goethe quand même, qui est dans le romantisme allemand, est intéressant, parce que son œuvre aurait été inspirée par un personnage qui a vécu à Bad Kreuznach, en Allemagne, à Bad Kreuznach, où j'ai vu la maison de ce personnage qui a inspiré Goethe, qui lui aussi avait la réputation, peut-être alchimique, d'avoir fait un pacte qui lui aurait permis de vivre très longtemps. Il y a aussi le souci dans les années 60 de la cryogénisation. La cryogénisation, c'est la conservation du corps par le froid.
moins 180 degrés. À l'Amérique, ça s'est fait. Il y a des gens qui sont encore dans des bidons avec moins 180 degrés conservés pour arriver à les faire revenir à la vie quand la maladie qui allait les tuer a fait qu'ils ont demandé la cryogénisation. En France, c'est interdit. C'est interdit pour des raisons évidentes. Pour cryogéniser quelqu'un, il faut le mettre dans une condition qui est une condition d'après la mort. Donc quelqu'un qui est vivant, on ne peut pas le cryogéniser. Mais quelqu'un qui est mort, c'est plus la peine, puisqu'il est déjà mort. Et que le but, c'est qu'on puisse plus tard, 200 ans, 300 ans après, le sauver de la maladie qui allait l'emporter. Et alors maintenant, bien sûr, pour prolonger la vie, il y a les clonages. Et les clonages, ce n'est plus maintenant science-fiction. On sait qu'on a cloné des animaux. On sait qu'on clone des animaux avec... on essaie maintenant de cloner des mammouths à partir de mammouths avec des éléphants, etc. Pour les humains, on n'en parle pas, mais je suis bien persuadé que derrière notre dos, il doit se passer pas mal de choses scientifiques. Et puis il y a d'autres exemples. D'autres exemples, par exemple, la transfiguration. La transfiguration me pose un grand problème. On le retrouve dans la Bible. Et dans la Bible, il faut le prendre des fois à un deuxième niveau, parce qu'il y a des symboles. Mais la transfiguration, on vous dit que Jésus est vers le mont Tabor, et il monte vers le mont Tabor. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que pour prolonger la vie, dont ne pas mourir, dans la Bible également, on a deux personnages qui ne sont pas morts. Il y a le prophète Élie, qu'on nous dit qu'il est en discussion avec son disciple Élisée. Ils conversent tous les deux, et Élie, qui est informé, dit à Élisée, « Je vais vous quitter définitivement, on va venir me prendre et vous ne me reverrez plus. » À ce moment-là, la Bible, il arrive à un char de feu, peut-être un ovni, je ne sais pas, hein, un char de feu qui se pose, et Élie fait ses adieux, monte dans le char de feu, qui s'en va, on ne l'a jamais plus revu. Et Moïse, qui avait mené le peuple hébreu depuis l'Égypte jusqu'à la Palestine, il lui était interdit d'entrer en Palestine. Donc, il a voulu voir la Palestine, et il est allé sur le mont, pas le mont Tabor, sur le mont... Enfin, je vous le dirai tout à l'heure, ça ne me revient pas à l'esprit. D'ailleurs, j'y suis monté là-haut. Il est allé sur un mont, Nebo, voilà, le mont Nebo, d'où il avait toute la vue sur la Palestine. Et puis Moïse s'est retiré dans un coin et on ne l'a plus revu. Donc, on n'a pas trouvé son cadavre. On ne sait pas si lui aussi, comme Élie, n'est pas mort. Et je peux vous assurer, j'y étais il y a encore peu de temps, il y a 4 ans de ça, c'est actuellement pas en Palestine, donc, c'est en Jordanie. Et sur le mont Nebo, il y a un monument à la mémoire de Moïse. Et puis, d'après des légendes locales, il y a des recherches. Et des archéologues recherchent sur le mont Nebo, éventuellement, s'ils peuvent retrouver la tombe supposée de Moïse, dont on n'a eu aucun renseignement depuis qu'il est mort. Donc voilà, 2 personnages qui auraient échappé à la mort. Et donc, dans la transfiguration, qu'on retrouve également dans la Bible, dans les évangiles, Jésus monte, lui, sur le mont Tabor. Le mont Tabor, qu'on peut voir du mont Nebo, c'est au loin, bien sûr. Tout se passe dans peu d'espace, d'ailleurs. Et Jésus monte, il marche peut-être plus vite que ses compagnons, il les dépasse, et le premier, il arrive au sommet du mont Tabor, et puis les autres, peut-être un peu essoufflés, arrivent et finalement le voient. Ils le voient au sommet du mont Tabor, rayonnant comme dans un halo de lumière. Et il est en conversation, on dit bien en conversation, avec Élie et Moïse. En conversation avec Élie et Moïse, déjà dans un texte qui date de plus de 2000 ans, nous donner ces indications sur la durée du temps différent dans l'absolu et sur Terre, confirmation que ces 2 personnages qui conversent ne sont pas des fantômes, des personnages bien vivants. Je crois que c'est quand même un élément qui mérite d'être sorti du contexte religieux pour être vraiment étudié, et je pense que ça vaut la peine. On pourrait passer à beaucoup de choses. Il y a l'alchimie et la régénération,
puisque dans la chimie, il est bien dit que par le sang alchimique, autrement dit, par les transmutations qui se font pour arriver à la pierre philosophale, les alchimistes arrivent à régénérer leur organisme et à vivre presque indéfiniment. Alors, il y a des traces, mais on est à côté des légendes, du roman et des réalités peut-être, mais quand même, ça pose des questions par rapport à Nicolas Flamel, à Fulcanelli, c'est beaucoup plus récent, au comte de Saint-Germain, au vrai comte de Saint-Germain de l'époque de Louis XV, et également à Cagliostro, et on pourrait en citer d'autres. Alors, est-ce que par l'alchimie, des gens ont pu prolonger la vie? C'est encore un grand point d'interrogation, mais quand on m'a donné, un alchimiste, ces renseignements par rapport à la momie, ça m'a fait mettre au premier rang encore ces genres d'interrogations. C'est quand même assez curieux. Donc, le sang, c'est une force, on peut dire, occulte, une force de la vie et de la mort. On peut en parler plus longtemps, mais ce serait encore trop long. Donc, quand on parle du sang, il faudrait pouvoir préciser. Il y a le sang humain. Le sang humain, qui est le véhicule de la vie, et la vie elle-même. Et bien sûr, les humains, pour prolonger la vie, ont essayé de prendre le sang des gens en bonne santé et de le prendre à leur place. Donc, c'est le vampirisme exactement. Après, il y a le sang alchimique. Le sang alchimique, c'est le fait de pouvoir se transmuter avec un travail autant sur soi-même que sur la matière. En partant, on peut dire, du compost, du noir du compost, l'alchimiste fait un travail pour obtenir dans son athanor, il obtient dans le noir du compost, il obtient quelque chose de brillant et de blanc. Ce brillant blanc, c'est l'étoile dans le compost, qui a donné le nom de Compostella. Et on sait très bien que le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Jacques, c'est encore le patron des magiciens, à cette époque-là, Saint-Jacques de Compostelle était au Moyen-Âge un rassemblement des alchimistes. Les alchimistes, à partir de là, sous, on peut dire, l'autorité de la chrétienté, ne pouvaient pas dire qu'ils allaient se rassembler en tant qu'alchimistes. Donc, ils allaient en pèlerinage pour leur patron, Saint-Jacques, dont on a fait retrouver la tête avec une barque qui était avec beaucoup de coquilles Saint-Jacques, etc. Ce qui fait que l'emblème des alchimistes, c'est pour ceux qui partaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, l'emblème des pèlerins, c'est la coquille Saint-Jacques. Cette coquille Saint-Jacques, dont on pourrait dire beaucoup de choses, dans un livre en préparation, j'ai beaucoup étudié la coquille Saint-Jacques, qui même nous fait des révélations actuellement scientifiques, ce qui paraissait invraisemblable. Donc, les alchimistes avaient leur rassemblement, leur lieu de réunion à Saint-Jacques de Compostella. Ils se réunissaient là-bas, ils se retrouvaient là-bas, et on a des quantités de traces de ces réunions, et ils avaient sur eux la fameuse coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, qui est quand même un élément bizarre, parce que la coquille Saint-Jacques a des propriétés particulières. Si vous avez un crayon que vous tenez comme ça, et vous y placez en équilibre la coquille Saint-Jacques, eh bien la coquille Saint-Jacques tournera pour laisser passer la lumière. Ça, on peut l'essayer, tout le monde peut l'essayer. La coquille Saint-Jacques a une connivence avec la lumière pour ne pas l'obstruer, pour la laisser passer. Mais il n'y a plus que cela. La coquille Saint-Jacques a la propriété d'assainir l'eau qu'on peut lui mettre dedans. C'est pour ça, dit-on, que les alchimistes qui partaient à Saint-Jacques-de-Compostelle avaient une coquille Saint-Jacques, et dans les ruisseaux, ils prenaient de l'eau, ils la laissaient un peu reposer, et ils la buvaient avec aucun risque de contamination. Et la coquille Saint-Jacques, on le fait maintenant, on peut le faire chez soi, avoir une coquille Saint-Jacques, une vraie, avec le petit triangle noir et tout. Donc la coquille Saint-Jacques, on y met de l'eau, et dans une pièce où on n'est pas à l'aise pour des raisons de géobiologie par exemple, on met une coquille Saint-Jacques avec de l'eau, et à mesure que l'eau s'évapore, elle assainit tout le côté vibratoire de cette pièce. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Voilà pour le sang alchimique. Donc sang humain, sang alchimique, le même mot
mais des choses très différentes, bien sûr. Et puis il y a quand même le sang spirituel. Le sang spirituel, c'est le sang qui sert au sacrifice de la messe en chrétienté, une transmutation, comme en alchimie, du vin en sang, avec un symbole qui a la valeur de ce qu'il représente. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais il y a quand même 3 sortes de sang humain, alchimique, spirituel. Donc je crois que ça c'est très intéressant, et on en arrive à la scène de Léonard de Vinci. La scène de Léonard de Vinci, elle représente Jésus avec devant lui un calice, un vase, une coupe, et qui fait cette transmutation alchimique du vin transformé en sang. Le vin auquel on donne, bien sûr, beaucoup de propriétés, puisque c'est lui qu'on a choisi pour cette transmutation. Et dans une église de Venise, en 2003, parce que je suis allé souvent dans cette ville, pardon, dans l'église Giovanni Battista, que j'ai visité avec mon épouse, il y a des tableaux magnifiques, des tableaux comme on trouve à Venise, de peintres de la Renaissance, bien sûr, et un tableau m'a frappé où on voit Jésus, comme avait fait Léonard de Vinci, entouré de ses apôtres, avec le vase devant lui, pour faire cette transmutation. Et à côté de Jésus, on voit un personnage à sa droite qui se penche sur son épaule et visiblement le peintre a peint un visage de femme. Et chez Léonard de Vinci, c'est pareil. Si vous regardez la scène de Léonard de Vinci, qu'on a reproduit des quantités de fois, eh bien, on voit à côté de Jésus un personnage qui a plutôt l'air d'une femme que d'un homme. Ça a posé beaucoup de problèmes, ça en pose encore. Parce que tous les tableaux qui étaient dans l'église de Venise, tous ces tableaux sont dans un carnet imprimé qu'on vend aux touristes. Et quand j'ai demandé si je pouvais avoir la reproduction des tableaux, ben on m'a dit oui, vous l'avez sur ce carnet. J'ai pris le carnet, il y avait tous les tableaux, sauf la scène. Alors j'ai demandé à un prêtre qui était là, qui parlait français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le tableau de la scène. Et je n'ai pas pu l'avoir sur votre carnet. Est-ce que je peux le photographier? Il a hésité, il est allé chercher quelqu'un plus qui parlait bien français. Et alors là, ça a été une fin de non-recevoir assez dure même. C'était catégorique, je n'avais pas le droit de photographier, ce n'était pas dans le carnet, ça ne me regardait pas, c'était fini. Bien sûr, j'ai pris le nom de l'église, la date exactement, tout ce qu'on m'avait dit, je l'ai publié, parce que des choses comme ça, on n'a pas le droit de le garder secret, et bien sûr, à partir de là, on n'a pas la possibilité d'étudier vraiment les personnages autour de Jésus dans cette cérémonie de la scène, qui est en même temps une cérémonie alchimique et spirituelle du plus haut niveau. Donc, on peut dire qu'il y a eu pas mal de voiles qui ont été dressés, et je pense qu'il y a eu surtout une effroyable confusion quand Abraham-Alain le Mage, venu d'Égypte en 1458, a publié à Venise La magie sacrée d'Abraham-Alain le Mage. Et ce livre, La magie sacrée, dont j'ai une traduction, c'est un texte qui permet justement de prolonger la vie par le culte du sang. Mais attention, il s'agit du sang alchimique et non pas du sang humain. Mais à cette époque-là, eh bien, on a pensé qu'il s'agissait du sang humain. Et bien sûr, déjà, en 1405, influencé par des idées venant des Carpates, justement, l'empereur Sigismond, qui avait créé l'ordre du dragon, le dragon c'est le gardien de la connaissance, c'est symboliquement le gardien du sang éternel, eh bien l'empereur Sigismond, son successeur, du moins, a créé l'ordre du dragon renversé. On a renversé la connaissance. Le dragon renversé, et peu de temps après, il y a eu le livre d'Abraham-Alain le Mage à Venise, et là, bien sûr, ça a été le début
du culte du sang, non plus alchimique, mais du sang humain. D'autant plus qu'arrivée des Carpates, vraiment, toute cette, on peut dire, cette ambiance de vampirisme, de recherche de la longévité par le sang humain, confusion du sang humain avec le sang alchimique, au pays des légendes des vampires, là-haut. Et on peut dire, Vlad III était un prince sanguinaire qui, lui aussi, utilisait le culte du sang par sa cruauté. Et il se faisait appeler Vlad Dracul. Vlad Dracul, c'est le dragon. Et son fils, le fils du dragon, ça a été Dracula, le fils du dragon, et il fut surnommé l'Empaleur. Et là, nous retrouvons la naissance de la nation roumaine. C'est Dracula qui officiellement a créé la nation roumaine, on le sait encore aujourd'hui en Roumanie, mais il fut nommé empereur et il répandit la terreur. Il répandit la terreur et il fut un monstre qui inspira des auteurs au XIXe siècle, etc. Donc, on peut dire que, comme anecdote rapidement, il était au milieu d'un charnier de gens qu'il n'avait pas fait prisonnier mais qu'il avait empalé, et un de ses lieutenants, se bouchant le nez contre la puanteur, eh bien, pour qu'il soit débarrassé de ce désagrément, eh bien, Vlad IV l'a fait encore empaler. Comme ça, l'autre n'avait plus ce désagrément. Et bien sûr, il y a, à partir de là, de nobles devises, de la barbarie par le culte du sang, avec de nobles devises, qui ont toujours conduit à des tragédies. Je vais vous les citer rapidement. Par exemple, en France, on a supprimé la monarchie. On a obtenu quoi? La Révolution et Napoléon. En Russie, le tsar était vraiment un tyran. Tout de suite au début du XXe siècle. Les Russes ont supprimé le tsar et sa famille. À la place, ils ont eu Lénine et Staline. Et ça paraît une curieuse coïncidence chaque fois. En Espagne, il y a eu une révolution qui a mis au pouvoir Franco, et ça a duré quelques dizaines d'années. Au Portugal, encore une révolution, au pouvoir Salazar. À Cuba, où un dictateur qui s'appelait Batista empêchait les gens qui vivaient sur une île d'avoir accès à la mer. Eh bien, ils ont supprimé Batista et ils ont eu Castro. Et ça a duré pendant quelques temps. Dans l'histoire officielle, c'est ça. Mais les causes, est-ce qu'elles sont cachées ou peut-on arriver à les trouver? Alors il faut remonter un peu plus haut, on va le faire rapidement, avec les sociétés secrètes qui se sont succédées. Il y a eu la Sainte Vême, par exemple, qui a duré pas mal de temps, dont le paroxysme a été au XVe siècle et qui se terminait qu'au XVIIIe siècle. La Sainte Vême, une société secrète qui avait droit de vie et de mort sur ses adeptes, et elle avait créé la Vierge de Nuremberg pour exécuter les opposants. C'était une statue qui était creuse, on mettait le condamné dans la statue, on refermait la porte avec des pieux comme ça, et on recueillait le sang en bas de la statue. Et chez nous, la Sainte Inquisition, créée aussi au XIIIe siècle, 5 siècles de massacres, et toujours présente au XXe siècle. Dans mon livre, je reproduis un texte qui est paru au journal officiel, et au journal officiel, il n'y a pas très longtemps, on a accepté la création d'une association de 1901 qui a pour but de faire renaître l'Inquisition. Dans mon livre, je l'ai indiqué, si vous voulez, je peux vous donner les coordonnées. Il y a eu les guerres de religion chez nous. Alors, les guerres de religion, protestants, catholiques, il y a eu la Saint-Barthélemy, etc. Toujours des massacres, toujours le culte du sang pour établir le pouvoir. Et il y a eu surtout les Illuminés de Bavière. Les Illuminés de Bavière, c'est une société secrète également en Allemagne, et elle avait pour but d'établir un gouvernement mondial, avec toujours, comme la Sainte Vême, le droit de vie et de mort. Elle a eu tellement d'exactions qu'elle a été chassée d'Allemagne. Elle a été chassée d'Allemagne au moment où il y avait la Révolution en France. Alors en France, on a eu 2 révolutions. La première, il y avait quand même Robespierre qui n'était pas tout à fait opposé à devenir un Premier ministre du roi, mais c'était en 1789. En 1792, tous
les illuminés de Bavière chassés d'Allemagne, pas tous, mais beaucoup, sont venus en France se réfugier. Et là, ils ont noyauté la Révolution française. Et à partir de 1792, ça a été la terreur, autrement dit, la grand-messe du culte du sang, avec une invention française, la guillotine, qui a été sa grande prêtresse. Une anecdote rapidement, Louis XVI, qui s'intéressait à la mécanique et à l'horlogerie, à l'époque où il était en relation avec Robespierre, a eu les plans de la guillotine, et il paraît qu'il aurait donné des indications sur la position de la lame pour que ce soit plus efficace. Il ne savait pas ce qui allait se passer après. Donc, il y a eu toute cette succession de cultes du sang, et puis après, il y a eu Bonaparte, donc Napoléon. Alors, Napoléon, il faut que je vous dise quelque chose qui est intéressant. Napoléon, on a des représentations où il a sa main... Non, on ne le fera pas. Non, on ne peut pas, c'est pas possible. On pourra le faire là-bas, hein, puisque je vais... Lui, Napoléon, on le voit souvent avec la main dans la vareuse, la main droite cachée. La main cachée dans la vareuse, on dit qu'il avait un ulcère d'estomac, bon, quand il était le grand empereur peut-être, mais Bonaparte, à l'époque où il a pris le pouvoir, il a quand même la main comme ça. Et puis j'ai retrouvé, bien sûr, en recherchant, le fameux baron Kneige, qui s'appelait Adolphe, on ne l'invente pas, ce baron d'Alphe qui était au sommet de la hiérarchie des illuminés de Bavière. On a des reproductions de tableaux de ce baron qui a aussi la main droite comme ça. Quand même curieux quand on sait que les sociétés secrètes ont toujours des signes de reconnaissance. Et j'ai retrouvé des photos de la Révolution russe avec une photo d'un soviet, une réunion des soviets qui gouvernaient les villes, avec justement celui qui animait la séance, avait la main comme ça. Alors, bien sûr, il faut faire beaucoup de recherches, mais ça interpelle beaucoup. Alors, l'Empire, les guerres, le sang se sont succédés avec la devise liberté, égalité, fraternité. L'hypocrisie est toujours présente, on a toujours de belles pancartes, et derrière, il se cache autre chose. Et puis, ça a été Charles X qui, ivre de gloire après Napoléon, a lancé les guerres coloniales, bien sûr, et science et progrès au service du culte de sang. On sait que, par exemple, plus tard, Alfred Nobel était un chimiste français, très, on peut dire, humaniste, et il était heureux d'avoir inventé la dynamite, pensant qu'on allait faire des routes, qu'on allait faire des ponts, qu'on allait faire des tunnels, etc. Et on a fait de la dynamite. C'est pour ça que Nobel, complètement dépité, a créé, avec sa fortune, le fameux prix Nobel pour récompenser les gens qui travaillent pour la paix. Et bien sûr, dans les prix Nobel, les gens qui travaillent pour la paix, un des derniers prix Nobel de la paix, justement, ça a été le président Obama. Le président Obama s'est bien distingué en lançant ses drones pour en être le champion des assassinats politiques. C'est comme ça que ça se passe. Puis il y a eu les deux guerres mondiales avant, bien sûr, l'aviation, les gaz, le phosphore, Hiroshima, des crimes de Nuremberg qui ont été châtiés à juste titre, mais il faut savoir quand même que c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire. On a jamais parlé des crimes de Hiroshima, de Nagasaki, et pourtant, il y en a eu également là aussi. Et avant cela, il faut citer les sociétés secrètes qui se sont succédées. Il y a eu la Golden Dawn, l'aube dorée, en 1884, le fondateur, bien sûr, et c'était Mathers, chez l'adepte, la mort ne peut de survenir que lorsque la volonté suprême y consent, c'est là qu'intervient tout le mystère de l'élixir de vie. Donc, c'est l'alchimie du sang humain dans la Golden Dawn. Beaucoup de gens connus de la fin donc, du XIXe siècle en ont fait partie. Et puis, en 1918, après la guerre, a été créé en Allemagne le groupe de Thulé. Le groupe de Thulé, avec beaucoup d'éléments venus de la Golden Dawn. Le groupe de Thulé, avec à la tête Rosenberg, qui a été vraiment celui qui a lancé l'idée de la race de Thulé, la race aryenne, la race supérieure, on pourra en parler longtemps. Et bien sûr, ça a donné naissance au réveil national, comme disait Rosenberg, et à l'ascension d'Hitler. Hitler, qui curieusement a été élu démocratiquement, on pourra en parler longtemps, comment ça s'est passé, et il y a eu les nazis avec d'étranges éléments, comme Rudolf Hess, qui est parti en Angleterre, on ne sait pas trop pourquoi, les nazis
qui en 1938 étaient les seuls à avoir été admis à vivre pendant quelque temps au Tibet, en 1938, on pourra en parler après si vous voulez, et on a quand même un quatrain de Nostradamus qui nous parle d'Hitler, en donnant toutes les périodes de sa vie, mais en les détaillant réellement. Donc, Nostradamus, il y a déjà 5 siècles, a indiqué le personnage qu'il appelle le phénix. Beaucoup mourront avant que le phénix meure. Et il indique que le phénix reviendra, c'est un phénix. Il indique quand il a été blessé à la guerre, etc. Il y a toutes les dates qui sont dans le quatrain de Nostradamus. Alors celui-là, c'est assez important, c'est assez intéressant. Je pourrais vous le faire voir, je l'ai mis dans le livre d'ailleurs. Donc, nous avons tout ce côté de Hitler traité par Nostradamus de phénix. Or, le phénix, c'est un oiseau qui n'existe pas, un oiseau mythique. Mais cet oiseau renaît de ses cendres. Un oiseau qui renaît de ses cendres. Hitler est mort en 1945. Il a été brûlé, théoriquement, dans le bunker. Beaucoup d'historiens pensent qu'avec Bormann, il est parti à l'Amérique du Sud. Mais on nous dit qu'il renaîtra de ses cendres, bien sûr, pas lui-même. Mais actuellement, avec tous les problèmes de néonazisme qu'on trouve en Europe et ailleurs, je pense qu'on a des questions à se poser et peut-être à écouter un peu ce que nous a dit Nostradamus. Alors bien sûr, en partant de là, on peut se demander que sera demain. Ça peut être inquiétant, On en arrive maintenant à des manipulations qu'on ne connaît pas. On va faire des éléments vivants qui seront en même temps hommes et machines. Et on a, en suivant toute l'histoire, on a l'impression que de plus loin, d'un ailleurs qu'on ne connaît pas, on est manipulé, non pas par les gens qui nous gouvernent, mais qui eux-mêmes sont sous la coupe de puissance, de force qu'on ne connaîtra pratiquement jamais. Ça permet de réfléchir. Je vous laisse sur ces réflexions-là, en espérant que vous continuerez comme je l'ai fait, puisque j'ai commencé ça en 82, et je continue, en espérant que peut-être la recherche de gens comme vous nous permettra d'éclairer un peu l'avenir pour nous protéger de mauvaises, on peut dire, des mauvaises vibrations qui nous protègent. Voilà, je vous remercie.